Ma gratitude et mes excuses iront en premier lieu à tous ceux, très nombreux, qui n'ont pas pu entrer dans cette salle pour des raisons de sécurité, à qui j'adresse mon salut et que je voudrais vous demander d'applaudir. Ma gratitude, elle va ensuite à vous qui avez pris sur une journée de travail pour venir participer, prendre votre part de ce Conseil national et des orientations qu'il arrêtera. Et donc, je vous remercie aussi de votre présence. Ma gratitude, elle va aux élus qui ont pris une part si importante dans cette campagne électorale. Et je veux remercier après les présidents de groupe que j'ai cités et qui sont à la tribune et les députés que j'ai cités et qui sont à la tribune. Je veux remercier Jean Arthuis, président de la Commission des finances du Sénat. Nicolas About, président de la Commission des affaires sociales du Sénat. Claude Bivers, sénateur de la Meuse. Muguette Dini, sénateur du Rhône. Je viens de me lancer dans un exercice extrêmement périlleux parce que si j'en oublie, on me coupe la tête. Mais bon, je vais dire ce que j'ai vu et sinon, ils me feront un petit signe. Françoise Férat, sénateur de la Marne. Sénatrice de la Marne. Jean-Jacques Gégou, sénateur du Val-de-Marne. Adrien Giraud, sénateur de Mayotte. Philippe Arnaud, sénateur de Charente. Philippe Nogrix, sénateur d'Ille-et-Vilaine. Yves de Treigne, sénateur de la Marne. Daniel Soulage, sénateur du Lot-et-Garonne. Jean-Marie Van Lerenberg, sénateur du Pas-de-Calais. François Zocchetto, sénateur de Mayenne. Denis Badré, infatigable sénateur des Hauts-de-Seine. Christian Gaudin, sénateur du Maine-et-Loire. J'en ai fini avec les sénateurs et sénatrices, si j'en ai oublié. Excusez-moi, Catherine Morin de Sailly, sénateur de Seine-Maritime. Marcel Deneux, sénateur de la Somme. Je veux saluer les députés européens. Pardon, qui ai-je oublié comme sénateur? Mais non, je l'ai cité, François Zocchetto. Jean-Marie Cavada, député européen. Claire Gibault, députée européenne. Nathalie Griesbeck, députée européenne. Anne Lapérouse, députée européenne et future députée du Tarn. Philippe Morillon, député européen. Thierry Cornillet, député européen. Bernard Lehideux, député européen. Bon, là, si j'en ai oublié, ils me le pardonneront. Non, j'en ai pas oublié. Tout est bien. Non, mais j'ai cité déjà les présidents de groupe. Je vais les reciter pour que vous les applaudissiez. Michel Mercier, président du groupe au Sénat. Marielle de Sarnez, président du groupe au Parlement européen. L'un et l'autre ayant assumé pour l'un les fonctions de trésorier de la campagne et pour l'autre la fonction de directrice de campagne. Et j'y joins Jacqueline Gouraud, présidente des élus.
après l'expression de cette gratitude, au fond, je veux vous dire des choses très simples. La première de ces choses, c'est le bonheur intense que je vous dois d'avoir eu à conduire avec vous et avec les Français cette magnifique aventure de l'élection présidentielle. D'avoir eu à conduire avec vous et avec les Français cette magnifique entreprise de l'élection présidentielle. Car ce que nous avons fait, et que nous avons fait à la surprise générale, ce n'est pas simplement un acte politique, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est de rencontrer le sentiment et l'âme de tout un peuple, exprimé par près de 7 millions d'électeurs, qui ont voulu, contre vents et marées, imposer le changement qu'ils attendaient dans la vie politique française. Ces 7 millions de suffrages, ils m'obligent et ils nous obligent. 7 millions de Français, près de 19% des voix, ça signifie que quelque chose s'est passé en profondeur au cours de cette campagne électorale, au cours de ce scrutin. Et ce quelque chose qui s'est passé en profondeur, il parle de l'essentiel du sentiment démocratique des Français. C'est de cela que je voudrais vous dire un mot. Comment se fait-il que nous ayons pu ainsi mobiliser un tel capital de confiance? Comment se fait-il alors que les deux grandes formations politiques qui nous entouraient expliquaient à qui voulait l'entendre que, naturellement, notre projet politique n'existait pas, que notre programme n'existait pas, qu'il s'agissait, disait-il, d'une illusion. J'ai d'ailleurs beaucoup ri, je dois le dire, entre les deux tours, parce que la veille, notre programme n'existait pas, et le lendemain, toutes les pages de journaux étaient remplies de la comparaison chapitre par chapitre et paragraphe par paragraphe de notre programme avec le programme des autres. Je voudrais que nous mesurions ensemble ce que signifie la capacité de résistance de tant et tant de millions de citoyens décidés à imposer leur jugement contre tous les experts, toutes les puissances, tous les analystes et un très grand nombre de médias. J'ai pour ma part beaucoup admiré la volonté de ces citoyens lorsqu'il est arrivé que des magistratures médiatiques importantes, dans des journaux très importants, veuillent à plusieurs reprises leur expliquer que leur vote serait illégitime ou que leur vote ne serait pas démocratique. Il a fallu voir ce qu'a été la mobilisation des lecteurs sur les forums et sur les forums de ces journaux pour rappeler qu'ils étaient, eux, le peuple souverain et qu'ils avaient, eux, l'intention de changer les choses. Je le dis sans la moindre trace de rancœur. Je ne me suis jamais, à aucun moment, fait d'illusions sur les puissances auxquelles nous aurions à nous heurter pour présenter, proposer aux Français le changement qui nous paraissait nécessaire pour notre pays. Je ne me suis jamais fait aucune illusion. J'ai toujours pensé que cela heurterait, comment dirais-je, des conforts, des habitudes et des intérêts très importants. Mais j'ai pensé depuis le début que c'était nécessaire pour la France. Car tout au long de cette entreprise, je n'ai eu à l'esprit que la situation réelle du pays. Situation encore dissimulée aujourd'hui, parce que le catalogue interminable des promesses électorales, les dizaines de milliards d'euros qui ont été promis par les uns et par les autres, cela a, pendant un moment,
fait l'effet d'un anesthésique sur la situation du pays. Mais maintenant, nous sommes au pied du mur et on va voir revenir les problèmes de la France. Ma conviction est la même. Si nous ne changeons pas la manière qui est la nôtre de faire de la politique dans notre pays, nous n'avons aucune chance dans la confrontation des uns contre les autres, dans l'affrontement des uns avec les autres, dans le choc des uns avec les autres. Nous n'avons aucune chance de répondre aux problèmes de la France. Et je n'ai jamais perdu de vue ce qu'est ce sentiment profond. Les problèmes de la banlieue sont insolubles dans cet affrontement. Les problèmes de l'éducation sont insolubles dans cet affrontement. Les problèmes de l'université sont insolubles dans cet affrontement. Les problèmes de l'hôpital sont insolubles dans cet affrontement. Les problèmes de la santé des Français sont insolubles dans cet affrontement. Le problème des retraites est insoluble dans cet affrontement. Le problème du climat est insoluble dans cet affrontement. On a vendu aux Français de l'affrontement et l'affrontement ne résoudra pas les problèmes de la France. Que dis-je, on a vendu aux Français de l'affrontement? On a vendu aux Français l'ivresse de l'affrontement, l'ivresse de la condamnation des uns par les autres, l'ivresse de la caricature. On a entendu pendant la campagne électorale expliquer, par exemple, que la gauche était toujours du côté des délinquants contre les victimes. Je ne crois pas que ce soit le cas. On a entendu dire que la droite était toujours du côté des actionnaires contre les salariés. Je ne crois pas que ce soit le cas. Je crois qu'il y a dans notre pays des sensibilités politiques. Je ne crois pas que l'une soit disqualifiée à l'avance par rapport à l'autre. Et en tout cas, notre volonté, c'est de les respecter toutes et un jour de les faire travailler ensemble. Et les 7 millions de Français, qui ont voté pour nous, ils ont voté pour nous pour sortir de cet antagonisme et de cette mise en scène. Ils ont voté pour nous parce qu'ils ont entendu que notre volonté, notre conviction était de faire qu'un jour dans notre pays, en l'annonçant à l'avance, on soit capable de traverser les frontières du passé pour faire naître des coalitions, des rencontres, des alliances qui permettent dans notre pays de regarder les problèmes et non plus de regarder les étiquettes. C'est parce que nous voulons regarder les problèmes et non plus les étiquettes que nous avons voulu espérer et défendu l'idée qu'on pouvait bâtir des majorités d'idées et qu'on pouvait sortir de l'affrontement perpétuel d'un côté contre l'autre, d'une majorité contre une opposition, décidée pour l'une à toujours répondre oui et pour l'autre à toujours répondre non. Et puis derrière cette aspiration au rassemblement des Français, aspiration au rassemblement assumée devant eux, annoncée devant eux. Je dis à l'avance, on annonce qu'il y aura des ouvertures. On dit qu'on va faire des gouvernements pluralistes. L'ouverture n'a pas de légitimité si elle n'a pas été défendue et annoncée en principe devant les Français. C'est l'annonce préalable, le contrat signé avec les Français qui donne sa légitimité à la composition d'un gouvernement de rassemblement. Si on a vendu l'affrontement, on ne peut pas faire le rassemblement. En tout cas, le rassemblement n'aura pas de légitimité. Et les Français ont voté pour nous pour une troisième raison. Troisième raison qui, à mon sens,
elle aussi est importante et va dominer les années qui viennent. Les Français ont voté pour nous parce qu'ils sont à la recherche d'une synthèse politique nouvelle. Ils voient bien qu'entre la ligne politique qui a été tracée par Nicolas Sarkozy, qui a gagné cette élection, et la ligne politique qui a été tracée par le Parti socialiste, il y a en réalité, comment dirais-je, deux manquements à la vérité. Et les Français attendent qu'on leur propose une synthèse politique qui soit une synthèse démocratique et sociale. Démocratique, efficace en économie et sociale, qui soit au fond un projet qui incarne ou qui permette de rassembler les valeurs et les attentes différentes qui sont les leurs. C'est pourquoi le mot de social-démocratie, le mot de démocratie sociale ont au fond joué un si grand rôle dans la critique qui a été celle des électeurs du Parti socialiste et du projet de l'UMP qui l'a emporté. Cette synthèse-là, ne croyez pas qu'elle soit effacée par la victoire des uns et la défaite des autres. C'est un impératif qui va s'imposer au cours des années qui viennent dans notre pays, qui est à la recherche d'un nouvel horizon, d'une nouvelle société, comme disait Jacques Chaban-Delmas, capable de réconcilier notre pays avec son histoire et avec son avenir. Pas plus que cette synthèse ne s'est effacée, les 7 millions de Français qui ont voté pour nous ne se sont effacés du champ politique français. Ils expriment la même exigence. Et toute la question qui est devant nous aujourd'hui, c'est est-ce que nous répondons à leur espérance, à leur exigence, à leur attente, ou est-ce qu'au contraire, nous décidons de les abandonner? Eh bien, ma conviction profonde est qu'à cette question-là, il faut que nous apportions une réponse claire. Autrement dit, dans la situation politique qui est la nôtre aujourd'hui, ayant réalisé ce score extraordinaire, rencontrer cette confiance, qui est une confiance émouvante, dans cette situation-là, nous avons à répondre à une question. Est-ce que nous allons aller de l'avant ou est-ce que nous allons revenir en arrière? Est-ce que nous allons, nous, qui avons sollicité la confiance des Français, qui les avons convaincus pour une très grande part, qui en avons intéressé une beaucoup plus grande part encore, parce que je suis persuadé que beaucoup de Français qui, au dernier moment, ont renoncé à voter pour nous, en avaient fortement envie, et pour un grand nombre d'entre eux, ont regretté de ne pas l'avoir fait. Et au fond, pour un grand nombre d'entre eux qui ne l'ont pas fait, quelle a été la raison principale? La raison principale a été qu'on utilise leur vote pour revenir aux anciens schémas de la vie politique française. Ils se sont interrogés, au fond, sur la profondeur et l'authenticité de la démarche que je leur proposais. Ils se sont interrogés alors qu'ils étaient intéressés. Et pour un certain nombre, et peut-être un grand nombre d'entre eux, ils ont conclu que leur certitude n'était pas assez formée. Je ne les oublie pas, cela, dans le choix qui est le nôtre aujourd'hui. Je pense qu'on peut leur montrer quelle était la vigueur et la profondeur, en effet, de l'orientation politique que nous leur proposions. Aller de l'avant ou revenir en arrière? Revenir en arrière, qu'est-ce que c'est? Revenir en arrière, c'est accepter. Je voudrais vous rendre attentif à ceci. Revenir en arrière, c'est accepter que dans la vie politique française, il n'y ait que deux camps, la gauche et la droite, la majorité et l'opposition, qu'il faille nécessairement faire allégeance à un camp ou à l'autre, qu'il faille nécessairement céder aux pressions d'un camp ou de l'autre, et qu'il faut renoncer à l'idée qu'on doit tracer un chemin nouveau, une voie nouvelle entre ces deux camps pour que la démocratie française retrouve sa vigueur, son authenticité et sa légitimité. Parce que
Naturellement, je n'ignore rien des pressions, appelons-les par leur nom, des pressions électorales. Je n'ignore rien des pressions qui s'exercent sur un certain nombre d'élus, pas tous, ou en tout cas tous n'y répondent pas de la même manière, et c'est pourquoi je voudrais vous demander d'applaudir les députés qui sont à cette tribune. Les députés qui sont à cette tribune et qui ont simplement choisi de rester fidèles à ce qu'ils avaient dit aux électeurs tout au long de la campagne électorale qui s'est achevée le 10 mai. Voyez-vous, je n'aurai pas un mot de condamnation ou d'accusation contre ceux qui ont fait l'autre choix. Je veux seulement dire ceci. Chut, s'il vous plaît. Considérez que nous ne sommes pas là seulement pour exprimer des sentiments, mais pour porter l'image d'une famille politique. Je n'aurai pas un mot d'accusation ou de condamnation à leur endroit. Je sais que c'est difficile. D'une certaine manière, je suis payé pour savoir que c'est difficile. Mais je veux leur dire ceci, ou je veux nous dire ceci. Dans la vie, quand c'est l'essentiel qui est en jeu et qu'on subit des pressions, au fond, la question est très simple. Vous n'avez le choix qu'entre deux attitudes. Vous n'avez le choix qu'entre céder ou résister. Et ma conviction profonde, c'est que c'est plus facile de céder, mais c'est sans avenir. Et il est plus juste, plus loyal, plus prometteur, plus important de résister et de montrer ainsi de quel bois l'on est fait, de quel métal, de quelle structure, de quelle charpente l'on est fait. Cependant que Azouz Begag nous a rejoints au premier rang de cette salle.
Non, enlevez ça s'il vous plaît. Eh bien, pour moi, je dis avec certitude que si la question est entre céder et résister, ma réponse c'est « nous avons le devoir de résister ». J'ai résisté hier, je résisterai aujourd'hui, je résisterai demain, parce que c'est de résistance que la France a besoin. Voyez-vous, dans cette idée qui paraît si simple, majorité d'un côté, opposition de l'autre, et il faut nécessairement être d'un côté ou de l'autre. Je souris parce que je vois des amis gaullistes dans cette salle. Si on avait dit au général de Gaulle qu'il convenait, sous une république dont les institutions ne lui agréaient pas et dont il avait vu la difficulté et les problèmes, si on lui avait dit qu'il s'agissait d'être d'un côté ou de l'autre, il aurait éclaté d'un de ces éclats de rire homériques dont il avait le secret. Il y a des moments où il ne faut être ni d'un côté ni de l'autre pour tracer la voie de l'avenir pour le pays. Dans cette idée qui paraît si simple, majorité ou opposition, il y a en réalité deux choses extrêmement pernicieuses, extrêmement lourdes, qui engagent jusqu'à la conception même de la démocratie et de la vocation d'un élu du peuple. Le premier de ces éléments pernicieux, c'est que si vous êtes d'un côté dans la majorité, vous êtes lié par la discipline majoritaire. Et si vous êtes de l'autre dans l'opposition, vous êtes lié par la discipline de l'opposition. Vous êtes obligé de voter toujours pour d'un côté et toujours contre de l'autre. Et d'ailleurs, j'ai entendu à la radio, et vous aussi peut-être, qu'on ne pourrait être considéré comme candidat de la majorité présidentielle quand on avait soutenu Nicolas Sarkozy que si on acceptait de signer un engagement qui était un engagement de discipline à l'intérieur de la majorité, fondé sur 4 points. 4 points, alors peut-être je suis en train de les libérer en énonçant cette liste. 4 points qui sont extrêmement intéressants. Le premier, je veux bien l'accepter, c'est « je voterai la confiance au gouvernement qui se présentera à l'Assemblée nationale ». Je comprends cela. Le deuxième, c'est « je ne voterai jamais la censure ». Je comprends, n'est-ce pas? Chut, essayons de porter cette image d'un mouvement d'avant-garde donc ouvert au débat en particulier. Je regrette de dire qu'un député digne de ce nom ne peut pas s'engager à ne jamais voter la censure parce qu'il peut y avoir des circonstances graves pour le pays dans lesquelles il considère que c'est son devoir de voter la censure. Et les 3e et 4e engagements disent à eux seuls l'allégeance dans laquelle il faut s'engager, puisque le 3e et 4e engagement, c'est « je m'engage à voter tous les budgets qui seront présentés à l'Assemblée nationale et tous les budgets de la sécurité sociale qui seront présentés à l'Assemblée nationale ». Comment peut-on être un député digne de ce nom si on est lié par un engagement d'avoir à l'avance à voter le budget ou le budget de la sécurité sociale ? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait si on considère que le budget n'est pas bon, qu'il creuse le déficit ou qu'il est insincère? Comment fait-on si on considère que les dépenses de la sécurité sociale ne sont pas financées ou que les orientations arrêtées par ce sujet ne sont pas bonnes pour l'hôpital, pour la médecine de ville ou pour la pharmacie, pour les personnes âgées ou pour les bébés qui viennent de naître? Que fait-on? Où est
Où est la liberté de conscience qui doit être la règle absolue d'un élu si on s'est à l'avance lié par une discipline majoritaire ou par une discipline de l'opposition, ce qui est la même chose? Eh bien, je considère qu'un des chapitres les plus importants du programme ou du projet que nous avions défendu devant le pays, du contrat de confiance que nous avons proposé aux Français, un des chapitres les plus importants était celui-ci. Désormais, chez nous, il n'y aura pas ce carcan de la discipline de vote dans lequel on s'enferme. Nous voulons des parlementaires de plein exercice, de pleine légitimité, de pleine dignité, qui décideront en conscience si les textes qu'on leur propose sont justes ou si les textes qu'on leur propose sont injustes, et qui sont décidés à voter oui s'ils sont justes et non s'ils sont injustes. La politique française, la démocratie française et la France tout court a besoin, j'en ai la conviction, d'un mouvement politique qui soit le mouvement politique de la liberté de vote, la liberté de conscience, la liberté de jugement, la liberté d'engagement. Et le deuxième élément de risque, le deuxième élément pernicieux, c'est que quand les élus sont ainsi enfermés dans une allégeance aux uns ou aux autres, les uns votant toujours oui et les autres votant toujours non, quand ils sont enfermés dans cette allégeance, il n'y a plus personne pour défendre les citoyens. Parce que vous vous rendez bien compte que la défense des citoyens ne s'accommode pas du fait que les uns votent toujours oui, les autres votent toujours non, et les citoyens ne peuvent ainsi pas savoir quel est le degré de gravité ou de justesse des textes qu'on leur soumet. La défense des citoyens, c'est la liberté de vote, c'est la même chose. Et j'ai la conviction profonde que dans la période dans laquelle nous sommes entrés, il faut qu'il y ait un mouvement politique dont l'engagement soit non pas de défendre le pouvoir devant les citoyens, mais de défendre les citoyens devant le pouvoir. De défendre la libre information des citoyens, de défendre les libertés publiques dans notre pays, d'être intraitable lorsqu'il s'agit des difficultés que rencontrent les plus fragiles, parce que ce sont les plus fragiles qui souffrent, et ce sont les plus fragiles dont nous avons la charge les premiers. On a besoin d'avoir à l'Assemblée nationale des défenseurs des citoyens. Je vous le dis du fond du cœur, comme vous le savez, j'ai eu de lourds différends avec Nicolas Sarkozy pendant cette campagne électorale. Et comme vous le savez, je ne lui ai pas donné mon suffrage, alors que la plupart des élus de notre mouvement choisissaient de le faire. Mais je souhaite que la période qui s'ouvre soit une période positive pour la France. Je l'aborde dans cet esprit. Je voudrais que les inquiétudes que j'ai exprimées, les craintes que j'ai nourries, je voudrais que ces inquiétudes et ces craintes, elles soient démenties par la réalité. Si tel est le cas, je le dirai. Mais je sais avec certitude qu'il faut qu'il y ait à l'Assemblée nationale des élus qui soient des élus vigilants et intransigeants à l'égard de ce qui va être décidé, à l'égard des décisions, des orientations et des choix qui vont être faits pour notre pays.
Voyez-vous, nous sommes dans une situation historique particulière. L'UMP va naturellement avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Elle a la majorité au Sénat. Ce mouvement, ou ce courant de pensée, a la presque totalité des corps de contrôle dans notre pays. Et il suffit d'avoir lu les déclarations qui, hier, étaient celles du président sortant du Conseil constitutionnel à notre endroit, pour mesurer qu'il y a loin de l'éminente responsabilité de ces corps de contrôle à la neutralité que cette éminente dignité ou responsabilité devrait entraîner, qu'il y a loin de cette responsabilité à la réserve. C'est tout à fait naturel et tout à fait normal que les hommes aient à titre personnel des opinions. Ce qui n'est pas naturel et pas normal, c'est que dans des organismes ou des magistratures aussi importantes, il n'y ait que des gens qui aient la même opinion, il n'y ait que des gens qui appartiennent au même courant de pensée, il n'y ait que des gens qui soient de la même inspiration. Et donc vous allez avoir naturellement toutes les responsabilités de l'exécutif, naturellement toutes les majorités à l'Assemblée nationale et au Sénat, naturellement la présidence de l'Assemblée nationale et la présidence du Sénat, naturellement l'inspiration de tous les corps de contrôle. Eh bien, je dis que dans une situation comme celle-là, rien n'est plus important que de bâtir en France un contre-pouvoir libre, capable de s'exprimer, capable de s'avancer devant les citoyens en disant « Attention, il y a là quelque chose qui ne va pas ». Nous ne sommes pas des opposants systématiques. Nous sommes des hommes et des femmes libres qui avons l'intention de dire et de surveiller ce qui va se passer dans notre pays dans les 5 années qui viennent. Et je le dis en particulier à l'intention de ceux qui ont fait le choix que vous savez dans notre groupe parlementaire sortant. On pouvait parfaitement être membre, on peut parfaitement être membre de notre famille politique tout en nourrissant des sentiments de bienveillance à l'égard du gouvernement et du président de la République si on a été convaincu entre les deux tours des vertus qui étaient les siennes. On peut parfaitement vivre cela, puisque nous sommes le parti de la liberté, puisqu'il y a chez nous la liberté de vote. Mais ce qu'on ne peut pas faire, en effet, en étant membre de notre famille politique, c'est d'être lié par une allégeance, par une discipline de vote qui n'appartient pas à la conscience, qui n'appartient pas à notre délibération, qui appartient à une décision extérieure. Et au fond, voilà les 3 forces politiques qui vont se présenter devant les Français. La force politique qui votera toujours oui, la force politique qui votera toujours non, et la force politique qui considère qu'elle a le devoir d'être libre pour défendre les intérêts de la nation, les principes de la démocratie et la vie quotidienne des Français dont elle a la charge. Et en effet, à cette liberté, je ne renoncerai jamais. Je ne renoncerai pas à porter cette attitude politique nouvelle parce que j'ai la conviction que la démocratie française en a besoin. La démocratie française n'a pas besoin de parlementaires robotisés qui votent systématiquement dans le même sens sans même avoir examiné les textes qu'on leur propose. La politique et la démocratie française ont désormais besoin de parlementaires de pleine conscience et de plein exercice qui décident en effet d'exercer le mandat exclusif que leur ont confié les citoyens en les élisant à l'Assemblée nationale.
Et en effet, j'ai la conviction, j'en viens à l'objet de ce Conseil national, et en effet, j'ai la conviction que cette force parlementaire nouvelle, cette force parlementaire libre, décidée à défendre les Français, il faut qu'elle s'appuie sur un mouvement politique nouveau. Non pas que j'ai à l'égard de l'UDF le moindre grief ou le moindre regret. J'en suis le président. J'ai aimé de toutes mes fibres cette famille politique. J'ai aimé de toutes mes fibres le chemin, et j'aime le chemin que nous avons fait ensemble. Mais il y a des moments, j'en suis persuadé, où il est nécessaire de changer et d'ouvrir les portes pour que plus de citoyens se reconnaissent dans l'œuvre commune que nous avons entreprise. Voyez-vous, il y avait beaucoup de Français, beaucoup, qui considéraient qu'il y avait entre eux et nous une barrière, que cette barrière a été difficile à franchir pour beaucoup d'entre eux au moment de l'élection présidentielle, parce qu'ils avaient l'impression ou le réflexe que l'UDF, c'était un parti enfermé dans une seule alliance, l'alliance avec le RPR devenu UMP. Ils avaient l'impression que l'UDF, c'était ça. C'était une des apparences de, comme il disait, la droite. Et ma conviction profonde est qu'il faut que ces citoyens aient la certitude que le courant politique que nous incarnons aujourd'hui, c'est un courant authentiquement central de la vie politique française, c'est-à-dire prêt à travailler avec les uns et avec les autres, que ce soit pour les grands enjeux nationaux ou pour les grands enjeux locaux. Je suis déterminé à défendre l'idée que nous ne sommes pas en France, entre ces grands mouvements démocratiques, nous ne sommes pas des ennemis. L'intérêt supérieur du pays exige que nous soyons capables de dépasser les frontières, et notamment de dépasser les frontières du passé pour travailler ensemble sur de grands objectifs nationaux et locaux. C'est la raison pour laquelle je vous proposerai dans 1 minute que nous prenions une délibération ensemble. Cette délibération, je vais vous la lire et je vais l'expliquer devant vous. L'UDF appelle à la constitution d'une force politique nouvelle, indépendante, ouverte, le mouvement démocrate, et présentera ses candidats aux élections législatives avec cette étiquette. Voilà le texte de la résolution que je soumettrai tout à l'heure à vos suffrages. Je veux vous en expliquer la teneur. L'UDF appelle à la constitution d'une force politique nouvelle, ça veut dire que l'UDF est décidé à ne pas faire cette force politique nouvelle toute seule. Et c'est pourquoi je salue la présence de Corinne Lepage. C'est pourquoi j'ai été heureux qu'hier, dans un communiqué, M. Jean-Luc Benamias, député des Verts au Parlement européen, annonce qu'il était décidé à faire ce chemin avec nous. Je suis persuadé qu'il y a de nombreux citoyens, je ne parle pas encore des élus, dans les périodes électorales, les élus, comme on sait, ne bougent guère, mais je suis persuadé qu'il y a de nombreux citoyens venant d'un côté ou de l'autre, venant de la pensée, Azouz Begag, qui est au premier rang, un sociologue, beaucoup d'autres qui seront intéressés par ce mouvement viendront le construire avec nous. Ce mouvement, je vous propose que nous en programmions le congrès constitutif à l'automne. Mais dans ce mouvement, l'UDF décide d'être une force constitutive, de construire ce mouvement. L'UDF ne disparaît pas, elle décide au contraire de construire un mouvement plus large qu'elle. Elle décide de se dépasser. Je veux à ce titre mettre un terme à ce micro à une sornette
quelque chose qu'on entend bruire ici ou là, selon laquelle il paraîtrait qu'un certain nombre d'individus auraient déposé au titre de la propriété industrielle le nom de UDF et en seraient les légitimes possesseurs. Je veux vous dire, évitons les manifestations de cet ordre, je veux vous dire quelque chose de très simple. Les légitimes possesseurs, les détenteurs légaux du nom de l'UDF et de sa volonté, c'est vous. Ce sont les adhérents de l'UDF. Personne ne peut se prévaloir de ce nom sans avoir reçu votre aval par l'intermédiaire des instances légitimes qui sont les vôtres, soit le Congrès, soit le Conseil national, soit le bureau politique. Personne ne peut se prévaloir de ce nom. Au demeurant, j'ai demandé à Michel Mercier de faire ce qu'il fallait en termes de poursuites judiciaires pour mettre un terme à cet abus de confiance. Parce que le jour où ces gens-là ont déposé cette marque, car ils l'ont fait vraiment à l'INPI, la propriété industrielle, l'Institut national de la propriété industrielle, le jour où ils l'ont fait, non seulement ils n'étaient pas mandatés par aucune des instances de notre mouvement, mais pire encore, ils n'étaient plus membres de l'UDF depuis 2 ans, ils avaient adhéré à l'UMP depuis 2 ans, lorsqu'ils ont eu l'audace d'aller déposer ce nom à la propriété industrielle. Voilà, ça fait partie des petites inélégances, mais le nom de l'UDF, c'est le nôtre, et les candidats qui le voudront pourront inscrire sur leur bulletin UDF Mouvement démocrate, personne d'autre ne pourra le faire qu'eux. Je veux mettre un terme à une deuxième rumeur ou une deuxième sornette. Ce sont ceux qui expliquent que, ayant refusé de m'inscrire dans le cadre de la majorité présidentielle, je serais en train de nouer des accords secrets avec le Parti socialiste pour les élections législatives qui viennent. Alors je veux vous dire ceci de la manière la plus nette. Je n'ai eu aucune conversation, aucune rencontre, aucun échange, même pas d'une phrase, ni téléphonique ni par écrit, avec aucun des dirigeants du Parti socialiste qui laisse entendre que nous pourrions envisager d'une manière ou d'une autre une alliance aux élections législatives. Ni une phrase, ni un membre de phrase, ni un mot, ni une allusion. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas quitté avec vous l'allégeance d'un côté pour aller m'enfermer dans l'allégeance de l'autre. Je n'écarte pas l'idée qu'un jour ou l'autre, le centre que nous constituons soit capable de travailler en commun avec les uns comme avec les autres. Je n'écarte en particulier pas l'idée que nous pourrons un jour, notamment pour des majorités locales,
faire exploser le clivage stupide qui sépare la droite de la gauche, qui crée un mur de Berlin entre les uns et les autres. Je n'écarte pas l'idée qu'on puisse avoir, qu'on puisse vouloir, qu'on puisse rechercher des majorités, en particulier des majorités locales, plus larges que celles que nous impose la guerre de la droite contre la gauche. Mais j'écarte absolument l'idée que cela se fasse par manœuvre. J'écarte absolument l'idée que ça puisse se faire par accord secret, par échange sous la table. Je suis déterminé à mettre de la clarté et de la transparence en politique. J'étais déterminé hier, je suis déterminé aujourd'hui et je serai déterminé demain. Une réflexion à ce sujet. Voyez-vous, ça n'est pas par pureté que je me comporte comme ça. Ça ne veut pas dire non plus que je récuse la pureté. Ça n'est pas par vertu que je me comporte comme ça. Et je ne récuse pas la vertu. C'est parce qu'il faut à tout prix renouer le lien de confiance entre les citoyens et leurs élus. C'est parce qu'il faut absolument que quand un homme public parle, quand il s'exprime, on ne puisse pas, le lundi, le mettre en contradiction avec ce qu'il disait le samedi. On ne puisse pas trouver dans ses propos le contraire, ou une manœuvre, ou un détournement de sens qui ferait que les citoyens disent « c'est comme d'habitude, on a compris, quand il nous parlait comme ça, il nous racontait des histoires ». Je veux que les Français sachent que quand nous parlons avec eux, ils peuvent en confiance considérer que nous leur disons la vérité. C'est pourquoi il n'y aura aucune manœuvre d'aucune sorte. Je ne veux pas qu'on se livre à ce genre de choses. Et quand j'ai été approché par les uns ou par les autres, je le leur ai dit. Je considère que donc nous allons aller aux élections législatives. Nous allons aller aux élections législatives en réinventant le premier tour. C'est-à-dire que nous allons aller aux élections législatives sous nos propres couleurs et que nous verrons au soir du premier tour où nous en sommes. Et j'espère bien que dans nombre de circonscriptions, nous serons parmi les deux premiers, même si, naturellement, cette tâche va être combattue par les uns ou par les autres, et qu'à ce moment-là, ce sont les autres qui devront choisir en conscience l'attitude qu'ils auront à l'égard de nos candidats. Nous aurons gagné nous-mêmes les voix et les mandats que les Français nous donneront. Bien sûr, c'est difficile. Bien sûr, c'est difficile. Bien sûr, c'est un risque. Mais vous ne croyez pas que les Français y méritent ce risque? Eux qui galèrent tous les jours, eux qui ont des problèmes dans leur vie quotidienne et dans leur travail, eux qui ont tant de mal à se faire entendre, et à se faire entendre notamment des puissants économiques, des puissants politiques et des puissants médiatiques. Il est juste que nous prenions ce risque à leur service pour qu'ils sachent qu'ils auront désormais des défenseurs indépendants à l'Assemblée nationale. Et permettez-moi une remarque. Et ça va nous donner l'occasion, la chance, comme disent les anglo-saxons ayant piqué un mot français, l'opportunité. Ça va nous donner l'occasion de remplir un autre de nos engagements. En effet, nous aurons dans cette élection peu de sortants. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas les sortants, c'est les entrants. Je veux dire
Je veux dire que nous mettons en effet dans cette situation de risque consenti pour montrer l'importance de l'enjeu à nos yeux. Prenant ce risque-là, nous allons assumer en même temps un autre engagement qui est le renouvellement de la vie politique française. Nous allons faire élire ou proposer aux Français des visages nouveaux, des expériences nouvelles, des personnalités nouvelles dont on a tellement besoin pour que la vie politique française change d'attitude et de visage et d'allure. Change d'attitude, de visage, d'allure et de pratique, et de principe, et de manière d'être. Cette tâche de renouvellement, nous la prenons à cœur. Et cette tâche de renouvellement, des millions de Français en ont besoin. Je veux vous donner un chiffre qui, me semble-t-il, est un chiffre bouleversant de ce qui est en train de se passer en France, complètement ignoré des puissances habituelles. On a commencé à parler du mouvement démocrate dimanche. Oh, pas dans une publicité très importante, vous conviendrez que ça n'est pas ces publicités ou ces déclarations, y compris pas la déclaration que j'ai faite dimanche soir, qui ont beaucoup mobilisé les médias. Eh bien, écoutez bien ce chiffre. Écoutez bien ce chiffre. Je dis ça naturellement avec le sourire. Écoutez bien ce chiffre. Depuis dimanche soir, 20h, jusqu'à lundi soir, 20h, sont venus sur notre site des milliers de Français qui ont demandé à adhérer au nouveau mouvement démocrate. Entre dimanche soir 20h, je donne les chiffres précis, entre dimanche soir 20h et lundi soir 20h, il y a eu 10 000 adhésions. Le 8 mai, c'était le pont. Ça a recommencé le mercredi matin, 9 mai, à 11h44. Le mercredi matin, 9 mai, nous avons atteint le chiffre de 15 000 adhésions. À 14h24, nous avons atteint 16 000 adhésions et depuis, je n'ai pas regardé le compteur. Autrement dit, nous avons eu en moyenne pendant cette période une adhésion toutes les 10 secondes, sans avoir fait de publicité, sans que personne ne soit informé par une grande manifestation. Je suis persuadé qu'il y a des dizaines et des dizaines, des centaines de milliers de Français qui ont envie de s'engager dans ce mouvement démocrate nouveau pour changer la politique française. Et je finirai sur cette idée. Je sais très bien quelle va être la difficulté extrême du combat électoral.
D'une certaine manière, c'est cette difficulté-là que nous avons choisie qui donne à notre démarche toute son authenticité. Je sais très bien que les Français attendent des gens capables de résister à toutes les pressions pour les défendre. Ils voient aujourd'hui que nous sommes capables de résister à toutes les pressions. C'est ce qui leur donne la garantie que nous allons les défendre dans les 5 années qui viennent. Mais il y a aussi la nécessité d'inventer un mouvement politique nouveau. Cela n'est pas le moindre des enjeux que nous avons devant nous. Un mouvement politique qui saura, et jusqu'à maintenant ça n'a été fait par personne, prendre la mesure des capacités de chacun de ses adhérents et leur permettre d'exprimer cette capacité dans le cadre de la vie commune qui sera la nôtre. Un mouvement politique qui sera capable, non pas seulement de défendre des idées ensemble, mais d'aller plus loin et d'élaborer ces idées, d'être un vrai laboratoire de pensée pour la société de l'avenir. Et c'est à être ce laboratoire de pensée, chacun avec votre expérience, adhérent d'aujourd'hui et adhérent de demain, que je vous invite. Marielle me fait passer un petit mot pour le compteur que j'avais cessé de regarder à 14h22. Donc à 14h22, nous avions 16 000 demandes d'adhésion. À 22h45 hier soir, il y avait à 10h45 ce matin, il y avait 22 000 demandes d'adhésion sur notre site. Et comme il est normal, 95% de ces demandes d'adhésion n'émanent pas des rangs de nos adhérents d'aujourd'hui. Nous allons faire le renouvellement des visages, le renouvellement des personnalités, le renouvellement des pratiques, le renouvellement des idées au service du pays. J'ai besoin de votre engagement à tous. J'ai besoin de l'engagement de tous ceux qui nous écoutent. Je dis que s'il y a parmi ceux qui nous entendent des personnalités qui ont l'idée que ici ou là, dans des lieux où il n'y aurait plus de candidature de notre famille politique, qu'ils nous écrivent, qu'ils viennent sur notre site internet, qu'ils nous proposent leur engagement. Je trouve précieux que le renouvellement de la vie politique aille jusqu'au renouvellement des candidatures, notamment dans un moment aussi important pour l'avenir du pays que celui-ci. Le renouvellement que les Français attendent, le changement des attitudes et des pratiques qu'ils exigent, nous allons leur proposer. Je suis persuadé que c'est la poursuite, le développement de cette révolution orange que nous avons introduite ou fait entrer dans la vie politique française. Beaucoup de ceux qui, en effet, ont voté à l'élection présidentielle, ont voté par adhésion et non pas par rejet. Ils ont voté parce qu'ils choisissaient un chemin nouveau. Ils sont engagés dans ce chemin nouveau. Nous n'allons ni les décevoir, ni leur manquer. Nous n'allons pas être absents du rendez-vous qu'ils nous ont fixé. Je vous propose de créer le mouvement démocrate pour que la France renouvelle la vie politique, la vie démocratique, la vie civique de notre pays.
On va, si vous voulez bien, ouvrir le débat. Il est midi. On a donc déjà 23 000 demandes d'adhésion sur... Je vais prendre les inscriptions pour le débat, si vous le voulez bien. C'est là-bas, à la table là-bas. Et le premier sera Gilles Artigue. Mes chers amis, juste quelques mots pour vous dire la joie et le réconfort que votre présence nous apporte ce matin. Un jour de semaine, un jeudi, avec un délai de convocation aussi court, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et puis je crois que c'est aussi un formidable démenti pour tous ceux qui nous avaient dit que nous allions disparaître. Je crois aussi que nous savions parfaitement que après cette campagne présidentielle extraordinaire, ce score historique de François Bayrou, qui a recueilli quand même, rappelons-le, plus de voix que ne l'avait fait Jacques Chirac en 2002, nous aurions un passage un peu difficile. Alors c'est vrai que rien ne nous a été épargné, mais je crois sincèrement que toutes ces difficultés sont maintenant derrière nous et qu'avec la création de ce Parti démocrate, nous allons pouvoir réunir tous ceux qui ont voté Sarkozy, ceux qui ont voté Royal, ceux qui ont voté blanc comme moi ou ceux qui ont voté orange. Et c'est vrai que souvent la presse parle beaucoup de 20 personnes, mais François l'a très bien dit, on ne va pas épiloguer là-dessus. Il y a 20 personnes d'un côté, puis il y en a 577 qui seront nos candidats dans toutes les circonscriptions, qui seront sereins, qui seront enthousiastes. Moi, je m'y prépare. On a beaucoup d'atouts, on a 469 circonscriptions où on est en mesure de se maintenir au deuxième tour, 61 où nous sommes arrivés dans les 2 premiers. Il faut absolument que nous ayons ce groupe parlementaire libre et indépendant. Je crois que la France en a bien besoin. Et si j'ai la chance d'y être, eh bien, comme François l'a dit, je ne ferai pas une opposition systématique. Si le gouvernement et Nicolas Sarkozy font de bonnes choses, je répondrai oui, en homme libre, ce que les socialistes ne pourront jamais faire. Et s'il y a des choses qui sont de l'ordre du dérapage ou qui nous choquent, eh bien je dirai non, également en homme libre, chose que ne pourront pas faire ni les UMP, ni les soi-disant centristes. C'est important de le dire. Et puis, bon, il y a 20 personnes, on l'a dit, mais il y a aussi 7 millions d'électeurs qui ne se sont pas évaporés, j'en suis persuadé, qui venaient de partout, de droite, de gauche, du centre, de nulle part, des mouvements écologistes. Ils ont adhéré, je crois, vraiment à un projet. Et ce projet, il faudra bien qu'il soit représenté aussi à l'Assemblée nationale. Il faudra bien qu'il y ait des hommes et des femmes qui reparlent de l'impartialité de l'État, de la nécessité de l'équilibre des finances publiques, qui voudront la complémentarité entre l'économie et le social, qui parleront aussi de l'urgence écologique, qui voudront réconcilier la France avec l'Europe et l'Europe avec la France. Donc tout cela, je crois que ça devra être présent aussi dans la nouvelle Assemblée. Et puis, pour finir, je crois que notre chance, c'est d'avoir un président comme François Bayrou, qui ne se résigne pas. 65% des Français ont dit, dans un sondage récent, qu'ils voulaient qu'il joue un rôle important dans les années qui viennent. Je crois que François nous l'a dit souvent, ce n'est pas simplement le courage d'avancer, mais c'est aussi qu'il n'a pas la force de faire demi-tour par rapport à tous les gens qu'il a rencontrés. Je crois qu'il ne veut pas les décevoir. Alors nous serons là, bien évidemment, avec lui. Nous mesurons les risques, les difficultés. Nous avons dit non aux pressions, aux menaces, et nous allons nous lancer dans ce grand mouvement démocrate. Il y a déjà énormément d'adhésions, c'est formidable. Donc nous allons adhérer, bien évidemment. Nous allons faire adhérer également tous ceux qui sont autour de nous. Et je suis sûr qu'avec ce nouveau mouvement, nous ne serons pas qu'une force d'appoint, mais dans des jours très proches, si nous ne renonçons à rien, nous serons vraiment majoritaires. Alors, haut les cœurs et vive le mouvement démocrate! Merci à Gilles Artigue.
On est très nombreux, mais si on pouvait éviter les brouhahas dans le fond de la salle, je trouverais ça très bien. Je donne la parole à Corinne Lepage. Merci François de me donner la parole en ce début de discussion publique. Je ne suis pas membre de l'UDF. Je suis heureuse d'être parmi les membres fondateurs du futur mouvement démocrate et je souhaite très vivement que CAP 21, dans ce congrès de juin, nous rejoigne. Et je suis heureuse également que des candidats CAP 21 et des amis verts qui nous avaient déjà rejoints avant le premier tour puissent concourir sous les couleurs du mouvement démocrate dans cette campagne. Je veux dire ici que durant toute cette campagne, je n'ai pas regretté un instant le choix que j'avais fait de rejoindre la campagne de François Bayrou. Et que ce qui se passe aujourd'hui me conforte s'il n'en était besoin dans ce choix. Que nous avons besoin effectivement d'un grand parti politique capable de reprendre les idées de l'écologie politique et moribonde. Que nous avons besoin d'un parti politique libre, capable de défendre un État impartial, un État honnête, un État au service de tous les citoyens et non pas de quelques-uns. Et que c'est à tout cela que nous allons devoir nous attaquer dans les semaines qui viennent. J'ai souhaité bonne chance au nouveau président de la République parce qu'il va diriger notre pays et que si ça se passe bien, c'est tant mieux pour nous tous. Mais je reste inquiète sur les propositions qui ont été formulées. Je partage totalement la proposition de François Bayrou de construire une opposition constructive, c'est-à-dire qui est capable de dire oui quand c'est bien et non quand ça ne l'est pas, parce que c'est ça la liberté et que c'est précisément pour cela qu'il y a des représentants en France, à l'Assemblée nationale et au Sénat, que le vote impératif est interdit par la Constitution et que c'est à cela que les engagements qui sont demandés aboutissent. Je terminerai, car beaucoup de prises de parole ont été demandées, pour dire que depuis quelques jours, nombre de gens venus de milieux très différents ont pris contact avec moi parce qu'ils veulent rejoindre le mouvement démocrate, parce qu'ils sentent qu'il y a là une véritable bouffée d'oxygène, la possibilité d'avoir un véritable impact sur la création de quelque chose de nouveau dans notre pays. Eh bien, j'espère qu'au-delà des 22 000, ils seront des milliers et des milliers à nous rejoindre et que nous serons très nombreux à l'Assemblée nationale à la fin du mois de juin de cette année. Merci à tous et bon vent au mouvement démocrate. Alors j'ai beaucoup d'inscriptions, donc